Salut à tous et bienvenue sur ce Groovycast. Mais c'est quoi cette voix de crooner? Podcast rien que pour vous, les bassistes et les bassistes. Mais ça veut rien dire. Présenté par vos humbles serviteurs, Max Ramy C'est moi. et Jules Brosset. C'est lui. Ça va groover. Yeah. Bonne écoute. Bonjour à tous. Comment ça va bien? Ça va Jules? Comment ça va mon Max? Ça va, Ben écoute, ça va. Ah, Ça va. on a entendu notre voix, mais bon. Ah, mais qui est-ce? Mais L'invité mystère. qu'est-ce que faisons-nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait On aujourd'hui, reçoit mon notre petit premier Max? invité de la saison 3, mon cher Jules. Ouh. Troisième saison du Groovycast. Et cet invité, eh bien, c'est la grande personne qu'est Frank Nelson. Tout à fait. Voilà, bassiste émérite et également créateur de méthodes depuis un certain temps. Et il a une actualité chargée. Donc, on te laisse te présenter, mon petit Frank. Bonjour Franck. D'accord. Alors, je m'appelle, comme tu viens de le dire, je m'appelle Frank Nelson. Je joue de la basse depuis l'âge de 14 ans. Mhm. Et tu as... Bientôt 17. Donc voilà, je compose notamment pour un projet personnel que j'ai créé il y a maintenant de ça 7 ans, 2016, qui s'appelle le Big Bass Band. Mhm. Voilà, j'accompagne des artistes divers, en été aussi. Oh, Et, joli. Moi, je l'ai chopé tout de suite, mais Max, il a eu un peu de temps. Ah, demain comme matin, là, réaction. je suis pas prêt. Je suis pas prêt demain matin. Ah, je pense qu'avec Franck, t'es pas prêt. Ok, ça marche. Alors, je me mets dans la condition. Ouais, notamment des Africains, les Africains depuis les années 2000, début des années 2000. Et voilà, je fais beaucoup de pédagogie, mais ça, j'ai toujours aimé faire de la pédagogie, donc je suis édité depuis 1996 Oh, C'est beau. maintenant par le même éditeur, donc playmusic.com ou publishing, et par Bruno Desgranges en fait, c'est l'éditeur. Mhm. Et voilà, et ma vie coule sous de beaux auspices. Ouais. Du coup, maintenant, à La Rochelle, en plus, depuis un certain temps, Alors, là, maintenant. Oui, en fait, je partage ma vie entre Paris et La Rochelle puisque ma doudou habite La Rochelle, en fait, à Marcilly, un petit village à côté. Mhm. Et doudou avec laquelle je partage un projet artistique, Mhm. le Big Bass Band, donc. Et voilà, donc l'amour et la musique m'ont dirigé vers cette belle contrée qui est la Charente-Maritime. Ben oui, je l'ai visité cet été, voilà. Donc c'était très sympathique. Ouais. J'ai pas pu Ouais. venir te voir malheureusement jouer, ça aurait Oui, été un bravo. plaisir. Je te félicite pas sur ce coup-là. Exactement. Mais tu sais, quand on a un enfant qui est grand Oui, c'est fan ça. de concert, Oui, le prétexte. le prétexte. Non, en tout cas, c'est très très cool de te recevoir. Ouais. Du coup, en plus là, t'as sorti depuis peu, donc alors il y a une méthode moi qui m'intéresse beaucoup, qui s'appelle la basse optimale. C'est ça, Oui. hein, c'est. Oui. Et voilà. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu, comment t'es venu l'idée, etc. Alors, en fait, l'idée m'est venue d'une méthode que j'ai créée qui s'appelle Comment enrichir une ligne de basse. Et donc, comment enrichir une ligne de basse, c'était donc ajouter donc des choses pour agrémenter une ligne de basse pour qu'elle prenne de la consistance, qu'elle prenne un relief plus important, une ligne de basse étoffée par les notes mortes, par les chromatismes, enfin plein de choses qui font que la ligne devient une ligne audible et une ligne de son. Ouais, c'est Et, déjà un petit peu le principe de. Moi, j'adore. Enfin, là, t'as vu, en ce moment, je te publie assez souvent, mais Ouais. parce que en ce moment, c'est mon petit rituel. Tu vois, 15-20 minutes tous les jours, Ah je me ouais, fais j'ai vu 200. ça, ouais. Je me fais le livre que j'adore, que t'avais sorti, 200 qui s'appelle 200 lignes de basse, Ouais. 200 lignes de slap, et j'adore le principe, quoi, le fait que Ouais, ça soit mais ça, super c'est- simple au début et Exactement. enrichisse, quoi. Mais c'est ce principe de comment dire
d'élaborer une ligne de basse et d'agrémenter et de faire monter en consistance la ligne, elle me vient, mais ça fait une vingtaine d'années que je fais ça. En fait, j'ai éprouvé ce genre de procédé lors d'ateliers, lors de cours d'ateliers de basse avec mes élèves. Et je me suis aperçu que, en fait, avec mes élèves, j'ai trouvé plein de choses qui m'ont permis de créer, notamment le Big Bass Band, puisque le Big Bass Band, c'est un groupe où il y a évidemment plusieurs basses, et donc les arrangements que je peux déterminer dans ce genre de formule proviennent justement précisément du travail que j'ai fait avec mes élèves lors d'ateliers. Et donc cette idée de progresser, etc. Je la décline souvent lors de mes méthodes, et la basse optimale, ça fait partie de ça. Donc je te parlais en fait de la méthode qui s'appelle comment enrichir une ligne de basse, donc ajouter. Et mon idée c'était de faire une méthode où on élague, au contraire, on enlève. Et donc mon éditeur était pas complètement d'accord sur le fait d'enlever. Il trouvait ça plutôt négatif en fait, retirer. Ok. Et donc à un moment donné je lui dis d'accord, mais moi ce que je veux c'est juste optimiser la ligne. Et là, il me fait, voilà, optimiser. Ok. Voilà, ça m'intéresse. Donc, optimiser, c'est-à-dire qu'à partir d'une ligne de basse, on fait en sorte soit d'enlever des choses à l'intérieur, soit de rendre la ligne plus efficace, en fait. C'est le but de cette méthode, c'est rendre la ligne plus efficace, soit en ajoutant quelques notes mortes disséminées, soit en jouant avec les notes longues, les notes courtes, donc la durée des notes, et pas mal de subterfuges comme ça qui permettent en fait de rendre la ligne effectivement plus efficace. Donc c'est le but de la méthode. Excellent. Trop bien. Très très bonne idée. Très très bonne idée. Ouais. Ah, petit café. Oui, il boit bien son sûr. café. Ah oui, mais nous on est très ASMR, tu vois. Exactement. Tu sais, avec les petits bruits comme ça là. Oh, je prends du café. Je passe un moment très agréable. Ouais, les petits bruits de bouche bien énervants aussi. Ouais, exactement. Ouais. Excellent. Non, écoute, ça me donne bien envie de me procurer tout ça. En tout cas, ouais. Donc du coup, c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que finalement, toi, la pédagogie, la pédagogie, t'as vraiment apporté énormément de choses dans ton jeu aussi, j'imagine. Oui, complètement. Mais en fait, alors au départ, moi je suis autodidacte puisque les 10 premières années de basse, mes 10 premières années, donc j'étais jeune, de 14 à oui à peu près 24 ans, je n'ai fait que de travailler à l'oreille en fait. Même si au tout début, quand j'avais 14 ans, mon ancien beau-père qui était musicien, qui m'a mis à la musique, m'avait conseillé de prendre des cours avec le bassiste avec lequel il jouait. Donc j'ai pris quelques cours avec ce bassiste, donc qui a essayé de m'initier au solfège, mais bon j'avais 14 ans, j'avais pas que ça à faire. Et il y a les filles, tout ça. Voilà, exactement. Ouais. Et le skateboard aussi à l'époque. Bon. Et pareil, tout pareil. C'est vrai. Ah ouais, tout pareil. Entre nous, il n'y a que les cheveux en fait qui changent. Ouais, c'est ça. 14 ans commencer la basse et voilà, c'est ça. Ah ouais, ça va, tu vois. Le même parcours. Ouais. Et donc donc j'ai décroché une fois que j'ai arrêté les cours avec lui, j'ai décroché totalement du solfège parce que ça m'intéressait pas en fait. Tu vois, ça me rappelait l'école comme beaucoup. Hein. Et donc pendant 10 ans, mais avant je jouais beaucoup. Et quand je relevais des choses, par exemple, il me demandait de relever des lignes de basse de reggae, des choses assez simples, de police, mes premières lignes de basse. Et là, il était content parce que ça fonctionnait. Mais ensuite, j'ai totalement arrêté le solfège. J'ai complètement abandonné cette idée théorique là qui me saoulait. Et j'ai fonctionné donc à l'oreille. Mais bien m'en a pris parce que fonctionner à l'oreille, c'est quand même la base. C'est-à-dire que, bien sûr. En fait, moi, j'ai procédé un peu à l'inverse de quelqu'un qui suit un cursus, pseudo-scolaire, c'est-à-dire un cursus d'école de musique ou de conservatoire, auquel on apprend l'analyse et ensuite on le met à l'instrument. Tu vois, moi, j'ai un peu suivi le cursus à l'envers, en fait. J'ai développé mon oreille beaucoup, forcément, puisque je jouais avec tout le monde.
Et ensuite, j'ai procédé à l'analyse dès lors que j'ai eu les déclics nécessaires qui m'ont permis de le faire. Donc les déclics par rapport au solfège rythmique notamment. Donc j'ai eu des déclics, j'ai compris en fait presque tout d'un coup en fait ce mécanisme solfège rythmique. À force de jouer avec les gens, tu sais, qui parlent de deuxième double croche après le temps, de machin, déclics inconsciemment. Tu les enregistres en fait. Enfin, ces infos, tu les enregistres et le déclic vient après, quoi. Ouais, c'est ça. Mais quel procédé du coup tu mettais en place quand tu relevais par exemple des lignes de basse et que tu n'avais pas forcément les connaissances au niveau solfège? Comment tu arrivais à relever, comment tu arrivais à écrire, etc. Alors, par écrit, je me souviens, c'est des notes très très personnelles, tu sais, comme tous les gens qui ne connaissent pas le solfège, on note des choses un petit peu qui sont personnelles. Chacun fait selon ses moyens. Moi, je me souviens plus comment je faisais. Je faisais, par exemple, quand il y avait 2 fois mi, je faisais mi, tu vois, la base. Okay. Et enfin bref, j'avais mes petits codes, mais surtout, je m'évertuais à essayer de reprendre les lignes de basse dans l'instant. C'est-à-dire que dès que j'entendais la ligne, je prenais la basse, bing, et les repères, je les avais assez vite. Ma mémoire fonctionnait déjà bien et donc j'avais pas trop de mal, si tu veux, à retenir les choses. Ok, trop bien. Et toi, du coup, qui a beaucoup travaillé à l'oreille, est-ce que tu as des petits tips à apporter? Est-ce que tu as une petite méthode pour faire travailler un petit peu ton oreille? Parce que justement, moi, ça m'aide beaucoup d'avoir un petit peu des petits tips comme ça, parce que j'ai l'impression d'avoir une oreille qui est un petit peu faible en termes d'écoute. Donc, si tu as des petits tips, des petites méthodes, un petit truc pour faire travailler tout ça, je suis preneur. Alors des tips, j'en ai pas spécialement, sauf que j'ai commencé. C'est marrant parce que j'ai commencé à en avoir à partir du moment où j'ai compris le solfège rythmique. Et mon petit jeu, c'était dès que j'entendais quelque chose, une mélodie ou un rythme quelque part, j'avais le réflexe en fait de dessiner la figure rythmique en fait de ce que j'entendais dans ma tête. Okay. Et dès lors que tu fixes mentalement cette figure rythmique, après, en fait, la mélodie revient très vite. Et voilà, ça c'était la manière que j'avais, mais dès lors que j'avais compris le solfège. Donc, mais avant ça, des tips, j'en ai. Je te dis, je faisais fonctionner ma mémoire et ma capacité d'audition pour retenir les choses, mais j'ai pas de tips véritables. Chanter la mélodie. Chanter la mélodie. Chanter la mélodie, ouais, c'est clair. Okay. Ouais. Vraiment... Essayer de chanter, que ce soit une mélodie de basse ou peu importe, quoi que tu veuilles reprendre, essayer de le chanter, de trouver avec ta voix, avec ta propre voix, justement la hauteur, les intervalles et tout ça, quoi. Ok. Trop bien. Puis moi, je sais, il y avait un truc qui m'avait bien aidé, c'était, j'avais un pote, parce que tu sais, moi, à l'époque, quand je relevais et tout ça, j'essayais toujours de favoriser les fréquences basses et tout ça, tu sais, sur mon équalisateur, où je mettais toujours un petit, tu vois, petit truc paramétrique, et j'avais un pote qui m'avait dit, non, mais ce qu'il faut que tu fasses, parce que lui, il avait aucun problème à relever la basse, même quand tu l'entendais en très peu, en étouffé et tout ça, et il me disait, ouais, il faut que tu isoles les conversations, en fait, tu vois. Ouais. Putain, ça m'a marqué, quoi, tu vois. Et depuis ce moment-là, maintenant j'essaye, tu vois, même quand j'ai une musique à froid et tout machin, de vraiment. Alors évidemment, quand t'entends vraiment que dalle et tout ça et que t'as envie de relever le truc exact, j'ai des trucs pour isoler un peu et tout ça, mais je trouve que ça aide bien, quoi, d'isoler. Ouais, c'est pas bête, hein, c'est pas bête du tout. Ouais. Et toi, ça t'a aidé vraiment, quoi. Ouais, clairement, ouais. Tu vois, je veux dire, alors je suis pas. Tu vois, c'est pas instantané, mais mais je l'ai beaucoup fait. Ou même, j'avais rencontré un bassiste aussi. C'est marrant d'ailleurs, tu sais, qui avait fait je crois qu'on en avait parlé avec toi. Il avait fait une vidéo qui avait fait le buzz à l'époque. À un moment, il faisait la gamme croix-croix majeure. Un moment, c'était un mec qui avait fait une vidéo très courte sur YouTube où on disait comment développer un jeu simple et moderne, et en fait il voulait imiter Pascal Mulot, ou tu vois, où les mecs ultra techniques ou machin, ils faisaient des tac et il dit développer la gamme croix-croix majeure. Et ce mec-là, bref, il avait fait un peu le buzz, et t'en avais qui étaient super énervés dans les commentaires. Ouais, c'est dégueulasse parce que on croyait que t'allais nous donner des vrais conseils. En fait, t'es juste là pour te foutre de nous. Enfin bref, tu vois.
Mais c'était vraiment, c'était fou. Ah ouais, okay. Et ce mec-là, des années après, donc vous pouvez regarder sur internet, hein, sur YouTube, Croix Majeur, voilà, les auditeurs. Ah, je regarde. Ouais. Et donc du coup, et ce gars-là, trop marrant parce que je jouais au Réservoir. Tu sais, la salle sur Paris, t'as déjà, je pense que tu vois, où on faisait le brunch du Réservoir avec un groupe et tout machin. Et t'avais à un moment, je regarde le bassiste d'après et je dis. Excuse-moi, mais t'as pas fait une vidéo sur internet et tout, machin. Il dit ouais c'est moi et tout. Il a explosé de rire parce il savait pas que j'allais reconnaître, tu vois. Et voilà. Et ce mec, il m'a donné un tips. Il m'a dit parce qu'en fait, à un moment, il était super énervé parce que je lui ai dit est-ce que t'as des vrais conseils à donner, tu vois. Et il me disait moi en fait le truc, ce qui me saoulait, c'est que je bossais à la maison. J'étais super bon chez moi. Et dès que j'arrivais en concert, tu sais, t'as un peu une forme de pression, t'es là, il y a le stress, il y a le truc, et machin, et tu perds un peu tes moyens. Ouais. Et lui, il m'a dit, il y avait un truc qu'il avait débloqué, c'est que des fois, il se fait, dès qu'il a 2 heures à tuer, il se met la radio, il se met FIP, par exemple, qui a une playlist vachement éclectique et tout ça, et il s'entraîne à relever pendant 2 heures. Mais tu sais, des trucs à la volée, tu vois. Ouais, c'est bien. Tu vois, juste voilà. Et ça, mine de rien, je l'ai fait pas mal pendant une grosse période. Je faisais 2 heures par jour à essayer d'entendre un truc. Et même, il disait, en gros, il y a des jours où tu vas rien piger. Il y a des jours où tu vas rien capter. Puis il y a des jours où, voilà, tu vas avoir carrément une mélodie complète. À force de relever le refrain, etc. Ouais, c'est vrai que c'est des petits trucs à la con comme ça, voilà. Si ça peut vous aider. Pas vous, bien sûr. Hein? Pas vous, bien sûr, vous êtes au-dessus. Tu peux me tutoyer. Voilà. C'est des petits trucs. Et justement, quand tu crées tes méthodes, Franck, est-ce que tu utilises toujours la méthode oreille ou est-ce que tu passes d'abord par le solfège rythmique avant d'écrire un truc? Comment tu fais maintenant? Non, en fait, j'ai conservé le fait de créer d'abord. Je procède jamais par l'analyse, en fait. Sauf, ça dépend, remarque. Parce que il m'arrive de construire des choses par écrit, tout simplement par jeu, en fait. Tu sais. J'écris une formule rythmique et puis j'essaie de la modifier en fonction du thème que je veux développer. À partir de là, oui, il peut très bien m'arriver justement d'écrire cette formule rythmique et donc de passer par cette forme de théorisation en fait de ce que je veux transmettre. Mais généralement, c'est plus quand j'ai une idée de cours ou de cours à développer, donc de méthode. Je le fais souvent avec l'instrument ou tu vois. C'est pas. D'accord. J'ai conservé cette manière de faire à peu près tout le temps, quoi. Ok, donc d'abord à la basse et après du coup tu mets une batterie dessus ou d'abord à la batterie et après. Bon après les patterns de batterie, tout ce que je fais en tant que pattern de batterie, de petits arrangements, les cocottes, enfin les agréments, tu sais que tu peux entendre sur mes vidéos. Ça vient évidemment une fois que la chose est construite. Hein, mais, ok, d'accord. Mais non, je pense pas du tout l'arrangement. Je pense d'abord vraiment à développer justement le thème que j'ai choisi. Donc à construire ma ligne de basse, tu vois, en fonction du thème choisi, quoi. Ok. C'est ça qui est vachement bien parce que donc du coup j'ai fait comme j'avais dit à Max, j'ai fait un stage avec Monsieur Franck Nelson. Monsieur Fanboy en fait. Ouais, mais de ouf. Mais moi j'avais vraiment aimé. Et en plus, ce qui était vachement chouette, c'était qu'il y avait cette histoire de cocotte. Tu vois. Alors donc est-ce que tu pourrais justement nous raconter un petit peu, voilà, pour les auditeurs, voilà, ce principe. Alors en fait la cocotte c'est directement issu de la cocotte de guitare. Qu'on entend dans une mélodie. Justement, c'est un agrément rythmique et mélodique hyper intéressant parce que ça fixe l'harmonie en fait. Par rapport à une ligne de basse, il suffit que tu apposes une cocotte parallèlement pour que justement tu développes en fait toute la construction harmonique de ton idée. Donc tu as la basse et la cocotte. Donc tu as tous les éléments qui construisent l'harmonie en fait. Et dans mon cas, je trouve que c'est intéressant de développer ça parce c'est très rapide. On comprend très vite.
l'idée. On a tout en fait tout de suite. On a donc le bain dans lequel on veut baigner, on veut introduire l'auditeur, le contexte. Et en même temps, on a tous les éléments, tous les ingrédients qui permettent de comprendre la ligne de basse et l'intention et tout ça, quoi. Ouais. Ok. Donc du coup, c'était aussi une envie aussi de pouvoir interagir avec tes élèves et qu'ils puissent, par exemple, enfin qu'on puisse jouer ensemble sans forcément jouer les mêmes choses, quoi, en fait. Voilà, ça fait partie des. En fait, c'est une petite technique qui est pas forcément facile à développer. Hein. C'est du rythme, donc il faut être très précis. Je te l'ai piqué, hein, je te le dis tout de suite. Ah bah vas-y alors là. Non mais franchement, ça, j'ai tellement aimé le truc que tu vois, il y a des moments je n'hésite pas avec mes élèves. Je dis voilà, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Moi j'adore, tu vois. Ah bah génial. Bah ouais non mais t'as vu donc de toute façon t'avais bien compris l'idée l'idée majeure en fait de la cocotte en fait lors du stage, puisque ça permet effectivement de faire des passes avec le basse. Quand vous jouez à plusieurs basses, ce qui peut arriver. Enfin, je veux dire, moi c'est un comment dire un procédé que j'ai développé beaucoup. Le jeu à plusieurs basses, mais ça permet beaucoup de choses en fait. Ça permet de comprendre l'instrument déjà beaucoup. Ça permet de lui de découvrir justement dans cet instrument des choses, des paramètres un peu inattendus, insoupçonnés. Bon, la cocotte de basse, c'est pas quelque chose qui est très usuel. Voilà, donc ça permet de partager dans le stage. On faisait souvent une cocotte et une ligne de basse et on faisait les passes. Et ça permet justement de se mettre d'une part dans un contexte quasi mélodique avec la cocotte, de soutenir. L'inverse est vrai, soutenir la ligne de basse et la ligne de basse qui soutient justement à l'inverse la cocotte, quoi. Ouais, puis en plus on n'a pas toujours, tu vois là par exemple, parce que je donne des cours de guitare aussi. En fait, des fois, moi, ce que j'adore, tu vois, j'adore prendre par exemple Earth, Wind and Fire ou Kool and the Gang, tu vois. C'est vraiment, moi, les deux groupes par lesquels c'est sûr tu prends des cours de guitare avec moi, tu vas passer par là, tu vois. Et même à la basse d'ailleurs. Ouais. Et il y a vraiment ce truc-là, tu sais, par exemple, sur certains morceaux de Earth, Wind and Fire, si t'as pas la cocotte, le morceau il tient pas, tu vois. Ouais, mais clairement, tu vois. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire avant. En fait c'est ça, c'est une cocotte peut soutenir vraiment quelque chose, quoi. C'est-à-dire que l'idée même de la cocotte est rythmique à la base, mais elle donne cette information mélodique qui fait comprendre en fait la totalité de l'ensemble en fait et la cocotte pour moi a son importance parce qu'elle permet ça, quoi. Et puis surtout la cocotte est essentiellement rythmique. Et tu connais l'importance que j'accorde au rythme dans la musique, et dans ce que je fais généralement c'est beaucoup le rythme, hein, beaucoup plus que l'harmonie de manière générale. Mais parce que l'instrument est rythmique d'abord. Bon, d'abord la musique c'est le rythme c'est la musique, mais la basse c'est d'abord le rythme, c'est d'abord le soutien, c'est d'abord tout ça. Donc pour moi c'est ces choses fondamentales en fait qui permettent d'asseoir une ligne de basse et d'être carré dans ton jeu. Pour moi c'est essentiel en fait, et donc la cocotte participe vachement à ça. Ok, trop bien. Et quand tu joues en contexte, on va dire, plus traditionnel avec un guitariste, un batteur derrière, est-ce que tu utilises toujours cette cocotte ou est-ce que tu... Beaucoup moins. Ok. Alors beaucoup moins parce que c'est le rôle, donc du coup c'est le rôle, c'est comme c'est une technique de guitaristique en fait, donc je laisse cette place au guitariste. C'est logique, moi j'ai mon rôle de bassiste à tenir à ce moment-là, mais c'est vraiment la cocotte, c'est vraiment quelque chose. Oui, tu peux très bien. Moi, il m'arrive souvent, j'adore les unissons basse et guitare. Oui, tout à fait. Et quelle que soit la forme de jeu, tu vois, dans laquelle on intervient. Basse et guitare en unisson, je trouve ça génial. Donc, il m'arrive justement de faire des cocottes avec la guitare, ou soit harmoniser soit à l'unisson, ou de reprendre ou de faire des phrases avec la guitare à l'unisson. Je trouve que c'est comment dire, les deux instruments sont tellement complémentaires et en même temps identiques. Ils peuvent l'être puisqu'il y a des notes sur les deux instruments. Donc, c'est là aussi l'intérêt de la basse, c'est qu'il y a des notes.
Et c'est pas que du rythme, c'est aussi. D'accord. Ah putain, ok. Non, je savais pas. Prends ton instrument, tu vas voir. Il y a ce qu'on appelle des cases. Ah, ça change. Ah, parce que moi, je t'ai placé la main pour faire joli, moi. Ah, d'accord. Ok, non, ouais. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais non, excellent. Je voudrais juste qu'on passe un petit peu par les artistes aussi par lesquels avec lesquels tu as joué, et notamment tu as joué avec Tiken. Ouais. Et en plus j'adore cet artiste, donc c'est trop cool. Comment parce que je crois que je t'ai jamais posé la question. Comment alors c'est Tiken Jah Falcolier, hein, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Hein. Du coup comment t'as pu jouer avec cet artiste, comment tu l'as rencontré, etc. Je suis super curieux. Ouais, écoute, j'ai un grand ami qui s'appelle Yohan Ekaré, avec lequel je joue depuis 94 exactement, qui lui est ivoiro-finlandais. Je t'en ai déjà parlé, je crois, Jules. Ivoiro-finlandais, c'est-à-dire que son père était ivoirien, et sa maman était finlandaise. Et ces deux personnes se sont rencontrées à Villiers-le-Bel dans le 95, où est né mon pote. Ok. Bon. Très jeune, ses parents décident de se séparer, et donc la maman a la garde des deux enfants, donc elle les emmène en Finlande, et le finnois devient leur langue maternelle à Yohan et son frère. Et donc Yohan est donc un métis, donc, mais il est ivoirien aussi, et il a rencontré Tiken en Afrique. Parce qu'il faisait beaucoup de voyages à Abidjan, et notamment pour voir son père. Et il a rencontré Tiken en Afrique, qui lui demande justement de fonder une équipe à Paris, parce qu'il voulait monter à Paris pour développer son reggae et puis pour se faire connaître, quoi. Ok, il avait pas encore de. Ah ouais, c'était vraiment les tout débuts sur Paris. Enfin, il avait pas encore d'équipe. C'était vraiment les débuts, ouais. Les débuts à Paris. D'accord. Et en fait, très vite, il a décollé très vite, en fait, dès les premiers concerts. C'est clair. Ouais. Et donc, dans l'équipe, il me choisit comme bassiste, Yohan. Et donc, voilà, c'est parti comme ça. Ça, c'était le premier concert que j'ai fait avec lui, c'était en 98. Énorme. Tu te rappelles où c'était? Ouais, c'était au Bataclan. Oh, trop classe, bien. Déjà pour commencer, ouais, c'est clair. Ouais. Oui, en fait, il était connu en Afrique, hein. Il avait déjà fait un disque. Ouais, je savais, ouais. Ouais. Et donc, c'était un peu. Ce qui est rigolo avec ce gars, c'est que quand il était en Afrique, il était un peu le porte-parole du peuple. C'est-à-dire qu'il se baladait. En fait, il reliait tous les villages en mobilette pour prêcher la bonne parole, c'est-à-dire la bonne parole politique. C'est-à-dire qu'il était un petit peu remonté contre les politiciens de son pays de l'époque. Ouais, toujours. Et donc, voilà, toujours un peu énervé par rapport à ça. Et donc voilà, c'était son mode de. Tu vois, il aimait bien faire ça, en fait. Relier les villages et puis aller prêcher la bonne parole. Et finalement, donc, ça colle à ton jeu en plus, hein, parce que, enfin, excuse-moi, par rapport à Tiken, ça colle vraiment à ton jeu, parce que, en tout cas, moi, quand je l'ai vu j'ai fait la première partie 2 fois. Et donc du coup j'avais vu le bassiste et tout, enfin tu vois, il y a pas par contre énormément de notes différentes, mais par contre c'est hyper rythmique, c'est hyper en place, enfin c'est vraiment il y a vraiment cette régularité, quoi. Ouais, oui, c'est vrai. D'ailleurs, le batteur, c'est Ludo, avec lequel je joue encore. Ouais, bah oui. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré à ta masterclass que t'avais. Ah bah oui. Je vous l'ai dit, je suis fanboy. Hein. Moi, je t'avais rencontré. J'avais rencontré Ludo à la masterclass, du coup que t'avais donné à. Des Juifs avec Aïcha. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, j'en souviens. Et oui, en général, il sait s'entourer de personnes compétentes qui portent sa musique, quoi, mais et qui savent l'arranger aussi, parce que spécialement arrangeur lui-même, lui il écrit les textes, les mélodies, puis voilà. Après le reste, ça se fait avec les musiciens. Mais je sais plus ce que je disais juste avant, en fait. Premier concert de Tiken au Bataclan. Pardon. De Tiken, premier concert de Tiken au Bataclan. Ah oui, alors c'était le
c'était le Bataclan, mais très vite, en fait, on a fait la première partie de Sinsemilia au, c'est quoi cette salle là, sur la boulevard Rochechouart, Sur Paris? l'Élysée-Montmartre. Ok. Ah, Élysée-Montmartre. Ouais. Donc on fait la première partie de Sinsemilia à l'Élysée, mais ça a tellement bien marché mais on a capté, on a volé le public de Sinsemilia. Ouais, mais ça m'étonne pas, ouais. Enfin, c'est pas que Sinsé, c'est pas bien, c'est juste Non, que. non, c'est super, mais il se trouve que bon, les gens Ouais. ont complètement adhéré, mais direct, quoi. C'est clair. Et ouais, j'en ai un super souvenir de ce concert-là. Et voilà. Après, il y a eu le Stade de France avec lors de la Coupe du Monde. Ça, c'est énorme. Ouais. Et puis Ça fait voilà. excuse-moi, ça fait quoi, juste? De quoi non? Bah, jouer au Stade de France. Ah bah jouer au Stade de France, c'est terrible. Hein. Non mais alors attends, je précise. Avec Tiken, on n'a pas joué dans l'enceinte du Stade de France, mais autour où il y avait des mini-scènes, et nous on est joué sur une espèce de scène un peu plus importante que les autres, où il y avait pas mal de concerts avant la finale, et donc nous on jouait justement aux abords du Stade de France, c'est-à-dire dans le Stade de France, mais pas dans l'enceinte. Ouais. Okay. Après j'ai refait le Stade de France des années plus tard, mais cette fois sur pour les nuits africaines, non, c'était ça? Ouais, pour les nuits africaines avec May Way. Ah ouais, c'est ça, mais oui, bien sûr, ouais. Enfin, moi, tu sais que j'ai rencontré... c'était mes débuts au CIM. Enfin, j'avais pris j'avais fait des études dans une école de jazz et de musiques actuelles qui s'appelle le CIM, et j'avais pris 2 jours après la nuit africaine, je prenais des cours avec le bassiste de Manu Dibango. Ah, comment il s'appelait Ouais, qui est pas un tendre. Comment il s'appelle? Bon, bref, ça va me revenir. Je vois qui c'est, mais je sais plus son nom. Mais en tout cas, voilà, mais trop marrant, c'était 2 jours après. Ah ouais, non. Ouais. Ah oui, donc du coup, ouais, t'étais déjà ok. Ah oui, donc et du coup là, par contre, le Stade de France, du coup, ça doit être une usine. Enfin, t'étais en ear monitor ou t'avais des retours sur scène? Non, on n'était pas en ear, on avait des retours normaux, mais tu parles avec May Way, hein, cette fois. Ouais, c'est ça. Oui, non, on était enfin bon, techniquement c'était au top, hein, c'était. Ah oui, c'est pas parce que je me demandais juste comment ça se passait dans un stade. Enfin, tu dois avoir des résonances de partout, tu dois. Ouais, non, mais tu sais, la scène, elle est tellement, enfin, je veux dire, elle est tellement bien faite, même acoustiquement, que voilà, que les techniciens ont pas de mal à te restituer un son terrible, et tu demandes ce que tu veux, tu l'as. Enfin, bon, non, les conditions sont top, hein. Ouais, putain, excellent. Putain. C'est quand même la classe, les gars. Hein. On clair. a dans le Groovycast un monsieur qui a fait le Stade de France, quand même. Précision, c'est Raymond Doumbé. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Raymond Doumbé. Raymond Doumbé. Merci, Max. Ah, Monstrueux. Ouais. Voilà. Ouais. Et du coup, moi, dis-toi, premier cours, il devait m'apprendre la musique africaine. Ah ouais. Alors que j'avais fait que du rock. Je jouais que binaire, et là, il me met un 9-8 dans la face avec aucune note sur le temps. Et là, j'étais là, genre, je peux te dire, je suis sorti du cours, je préfère être honnête, j'ai pleuré. Bah ouais, voilà. Mais vraiment, je te jure, parce qu'il me dit, arrête la basse. Oh, bah non. Et après, non, mais enfin, c'était, il me disait, voilà, là, t'es pas fait pour ça. Puis après, 2 jours après, je sais plus, la semaine d'après, j'avais travaillé, il me dit, tu as progressé, toi. Ouais. Bon, là, il te l'a joué à l'extrême, c'est-à-dire qu'il t'a. Ouais. C'est pas nécessaire d'être aussi jusqu'au-boutiste quand on scène quelque chose. Au contraire, moi, je suis pour la progressivité, tu vois. C'est plus. Le mec qui donne un 9-8, tu vois, avec. C'est comme si on te demandait de jouer Maloya, tu vois, alors que tu. Ah oui, mais ça, je l'ai fait aussi, aussi. Là, c'était. Maloya, c'est pareil pour le 1, va chercher. Quand t'as compris que c'était juste la deuxième croche du triolet, tu vois, que tu entends, en fait, mais qui n'est pas le premier temps. Tu vois ce que c'est, le Maloya? Oui, je vois, putain, ça, c'est la musique réunionnaise, là, par excellence, ça, c'est vraiment. J'en ai jamais fait. En fait, c'est fou parce que quand tu joues avec les Réunionnais, tu sais, pour eux, c'est instinctif, quoi. Ouais. C'est le truc qu'ils ont entendu depuis tout petit, tu vois, et moi, j'avais fait un concert avec ça, et sauf que moi, je comptais tout le long, et tout le long, tu vois, mais c'est horrible, quoi. Trop bien. Ouais, voilà, l'aventure avec Tiken s'est arrêtée en 2002, je crois, après l'album Cours d'Histoire, et voilà. Mais
avant Tiken, j'ai joué quand même avec des gens qui m'ont certainement beaucoup plus apporté au niveau de l'instrument et puis de la compréhension même du rôle de l'instrument. Du style? C'est The Last Poets en fait que j'ai accompagné pendant plus d'un an sur des concerts dans toute l'Europe en fait avec eux. Et c'est un ami batteur qui s'appelle Eric Borelva qui m'a introduit dans le groupe en fait. Et eux, il y a une vidéo ou deux qui est de très mauvaise qualité sur ma chaîne YouTube, tu peux regarder ça. Ok, excellent. Et c'est alors eux en fait c'est je sais pas si vous connaissez The Last Poets mais c'est ouais. C'est en gros, c'est les aventures du rap, quoi, tout bêtement. Ouais, c'est ça. Et ce sont des gars qui se sont rencontrés dans les prisons de Los Angeles alors qu'ils étaient Black Panther et donc ils se sont convertis en musulmans donc et ils ont fondé The Last Poets en prison donc avec Jalal, Suleiman et le percu, son vrai nom c'est Carlos, mais je sais plus son nom musulman. Bref. Et donc on a tourné avec ces trois gars et Eric Borelva à la batterie. Et donc moi j'étais le seul instrument mélodique. Excellent. Ouais, donc du coup ton rôle était énorme quoi. Voilà, c'est pour ça que je te dis que là j'ai compris le rôle de la basse à ce moment-là quoi. Parce que l'information mélodique et le soutien rythmique. Voilà. Les deux fonctions essentielles de la basse. Ouais. Donc, et quand tu tiens une ligne de basse à base de 3 notes pendant 10 ou 15 minutes, sans déroger, tu sais. Ouais, excellent. Là, tu te dis, d'accord, je savais pas. Ouais. Mais en fait, ouais, ça t'a vachement apporté au niveau de la régularité, quoi. Là, pareil, là, de la régularité, puis de la sobriété, de la compréhension même du mot soutien. En fait, moi, quand j'ai commencé la basse, j'avais 14 ans, mais c'était à l'époque où des mecs comme Pastorius et Clark émergeaient. Et donc, mais Pastorius et Clark, pour moi, c'était de la performance, en fait. Moi, j'étais impressionné par le slap de Clark et par la virtuosité de Pastorius, et je voulais faire comme eux. Donc, pour moi, la basse, c'était ça. En fait, c'était de la perf. Voilà. Et en fait, j'étais bien loin d'imaginer que, c'était pas ça, en fait. Enfin, c'est aussi ça, mais les fondements même du rôle de l'instrument étaient tout autres en fait. Ouais, parce que là, de toute façon, là, on se retrouve en face de bassistes où c'est leur rôle, enfin, c'est leur projet qui est porté. Ouais. C'est le projet qui est porté par ça. Tu vois, je veux dire. Weather Report, c'est Pasto, tu vois, ou je veux dire, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le vois, tu vois, même si bon il y a les autres, hein, bien sûr, mais Stanley Clarke, pareil, tu vois, quand j'écoute Stanley Clarke, je vais écouter que la basse, tu vois, je vais un petit peu voir les agréments, mais voilà, là effectivement en arrivant dans un groupe comme les Last Poets ou tu vois ou d'autres trucs, là là c'est plus démonstratif quoi. En fait, c'est une musique qui est basée sur la trance. Bah ouais, c'est ça. Ouais, et donc c'est complètement différent. Par rapport à Weather Report, c'est-à-dire qu'on n'écoute que la basse. Enfin, c'est normal. Au départ, on n'écoute que la basse. On écoute que la basse. Après. Il y a une grande qualité de composition aussi, et bien sûr. Et il y a des thèmes qui sont magnifiques. Enfin, tu vois, enfin c'est pas. Évidemment, Pasto a apporté exactement ce qu'il fallait qu'il apporte dans ce groupe-là, avec tout ce qu'on lui connaît comme qualité, mais Weather Report, c'est pas que lui. Alors pour les bassistes, évidemment, c'est la référence suprême pour beaucoup d'entre nous. Hein. Il y en a qui n'aiment pas, mais en tout cas pour moi, ça a été ma référence. Et ça l'est, disons que ça l'est moins maintenant parce que ça va. J'ai ingéré tout ce que j'avais ingéré de Pasto, mais c'est vrai que Weather Report, ça reste un groupe majeur au niveau des compos. Zavinoul qui composait terrible. Enfin, c'est particulier la musique. Hein. Moi, je me souviens que quand j'ai écouté ça pour la première fois, donc c'était au tout début que j'apprenais la basse, et je sortais d'écouter les Beatles et du hard rock. Moi, j'écoutais que ça en fait. J'écoutais du hard rock et les Beatles. Point barre. Fallait pas me parler d'autre chose. Et donc quand j'ai pris mes premiers cours de basse, mon prof de basse en fait de l'époque, Jean-Pierre, parce qu'en fait, il y a aussi le fait que j'habitais dans la même chambre que mon frère, et lui, il n'écoutait pas du tout les Beatles et du hard, mais il écoutait du reggae
et des musiques un peu planantes, genre Van der Graaf Generator, des trucs un peu des trucs enfin moi auxquels j'adhérais que moyennement. Et et donc, comme on habitait la même chambre, mon prof de basse, il voit les disques de reggae qui appartenaient à mon frère, pas à moi. Donc, il jugeait bon de me filer des lignes de reggae à bosser. Et un jour, il vient me voir et il m'apporte un vinyle. Et il me dit, tiens, bah, tu vas arrêter les conneries et puis tu vas m'écouter ça. Et c'était Heavy Weather de Weather Report. Alors, bon, un ovni, en fait, hein, puisque j'ai rien compris, en fait. La première fois que j'ai écouté ça, j'ai absolument rien compris. Comme et beaucoup de monde. au fil d'écoute que je me suis dit, mais la basse, là, c'est... Et là, effectivement, là, j'écoutais que la basse. J'écoutais que ça. Bah ouais. Je débutais, tu vois, j'étais encore dans une mentalité de performeur, je voulais aller vite, je voulais comprendre la technique. Enfin, tu vois, j'étais vraiment là-dedans, quoi, comme beaucoup, hein, quand on est jeune d'une part. Et effectivement, là, ça a été une claque mémorable, en fait. Le seul truc qui me faisait chier avec Pasto, tu vois, parce que tu sais, moi, comme je suis vraiment de la génération, on a commencé à mater les vidéos sur Internet en boucle, tu sais, de tous les artistes qu'on aimait bien. Puis moi, on me parlait de Pasto, et puis, alors c'est sûr, j'étais impressionné par le jeu de basse, tu vois. Mais sur scène, qu'est-ce que je me faisais chier, parce que j'avais l'impression que le mec était jamais content de son son. Et t'as des vidéos où clairement le mec se retourne pendant 5 minutes et il est en train de bidouiller son ampli, quoi. Ah ouais. Et toi, t'es là, putain, mais fais chier. Alors, je suis désolé pour les adorateurs de Pasto. Je suis désolé pour les adorateurs de Pasto, hein, tu vois. Justement, mais, tu vois, moi, j'étais comme toi, j'étais un gros fan de hard rock, machin et tout. Et puis, tu vois, les mecs, c'était, voilà, on a le réglage et boum, 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 tu vois, sur scène, sans bref, quoi. Enfin bon. Bref, on divague. Et du coup, aujourd'hui, je te coupe, Jules, est-ce qu'aujourd'hui, t'as des bassistes qui t'inspirent, Franck? Tu parlais du coup de Clark et de Pastorius à l'époque, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y en a qui t'inspirent plus que d'autres? C'est beau ce que tu dis. Oui, alors il y a enfin de tout temps, de tout mon temps, il y a eu des bassistes qui m'ont inspiré, forcément. Mais comme je te le disais, Max, en fait, le truc, c'est que comme je suis beaucoup moins attiré par la basse en elle-même, mais beaucoup plus par l'ensemble et parce que j'entends de manière globale dans la musique, je focalise beaucoup moins qu'avant sur le bassiste, en fait. Mais oui, bien sûr, il y a des bassistes qui m'impressionnent et qui m'inspirent aussi certainement. Alors attends, des Français, il y en a quand même quelques-uns, quoi. Il y en a quelques-uns. Tu cherches. Non, mais en fait, il y en a tellement. Bah, finalement, ouais, tu vois, parce que moi, j'ai tendance à écouter, quand j'écoute une musique, je m'aperçois que quand ça groove, etc., c'est certainement dû aussi au bassiste. Donc, à ce moment-là, j'écoute peut-être plus attentivement à ce moment-là le jeu de basse et ça m'arrive vachement souvent, en fait, tu vois, de constater que la musique tourne bien, qu'elle me correspond bien, parce que la basse et la rythmique en général, ça joue, quoi. Ok. Tu vois. Et alors pour retirer comment dire des éléments singuliers comme ça de ce que j'entends au quotidien, ça va m'être difficile parce qu'ils sont tellement nombreux. Tu vois. En France, il y a beaucoup de bons bassistes. Si tu veux, le truc, c'est que il y a beaucoup de bons musiciens, mais vraiment beaucoup maintenant. Enfin, de tout temps, il y en a eu, mais aujourd'hui, on les voit davantage parce que justement, grâce au fait que l'information passe évidemment plus facilement maintenant, avec les réseaux, avec tout ça. Mais moi, à l'époque, je me souviens qu'on attendait des imports du Japon pendant 6 mois. Je me souviens que on est allé chez un pote, j'habitais dans une cité à Tismons, dans l'Essonne, et on attendait avec des potes. On attendait, le mec avait commandé un import du Japon du premier disque du Zeb de Bracknell, le live, et on l'a attendu 6 mois, quoi. Et quand il est arrivé, on était 15 chez lui à écouter le truc. Tu vois, et donc, si tu veux, les moyens pour apprendre la musique aujourd'hui sont tellement plus développés. C'est pour ça qu'il y a tellement plus de bons musiciens, ou du moins qu'on les voit davantage. Non, mais je pense qu'il y en a plus aussi. Et qu'ils commencent souvent plus jeunes aussi.
C'est-à-dire qu'ils deviennent des virtuoses très vite parce que ils ont tous les moyens, comment dire, matériels accessibles, notamment les tutos, etc. Tu vois, pour progresser. Donc ça c'est génial, c'est génial. Alors le désavantage c'est que ça zappe. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah ouais, ça zappe et du coup on est moins concentré sur quelque chose sur le long terme et donc on passe très vite. Tu vois, on va moins dans le bon, je généralise un peu, mais on va moins dans la profondeur du truc, quoi. C'est clair. Moi, tu sais, c'est ce que je t'avais dit. Je crois qu'on avait eu l'occasion d'en parler au stage. Des fois, j'ai eu des élèves où, en fait, les mecs passaient plus de temps à regarder des vidéos que à jouer vraiment, en fait. Tu vois. Ouais, parce que c'est sûr que, comme t'as dit, hein, si enfin, je veux dire, là, même, tu vas sur YouTube, tu te tires une balle, hein, des fois, hein, t'en as certains où tu te dis, mais j'arriverai jamais, tu vois, à jouer à ce truc-là, au machin. Mais d'un autre côté, tu vois, le mec, tu sais pas combien de prises il a fait, tu sais pas, enfin, tu vois, et puis d'un autre côté, enfin, c'est normal, on va te montrer que le meilleur, tu vois. Bah ouais, les gars, ils sont au top, hein. Non, mais des fois, on s'envoie des conneries avec Max, tu vois. Justement, on s'envoie quelques bassistes histoire de nous dégoûter. C'est trop rigolo. Après... On a fait un truc qui s'appelle vas-y balance tes vidéos de merde. Alors des fois on se balance des conneries, puis des fois avec Alexandre Caruana aussi, et des fois on s'envoie des bassistes où tu te dis mais c'est juste fou quoi. T'as des mecs qui ont 25-30 ans mais qui ont un niveau mais stratosphérique quoi. Et après on les insulte, hein. Comme ça on est content. Ça nous libère, tu vois. Et après on va dire des couloirs quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est ça. Mais quel regard quand même est-ce que tu te tiens au courant quand même un petit peu de la nouvelle génération? Est-ce que par exemple tu vois t'es passé je sais pas, un groupe comme Wolfpack par exemple, tu sais, qui avait pas mal explosé, tu vois, voilà, est-ce que ce genre de choses t'écoutes un petit peu ou tu restes plus sur tes fondamentaux? Non, pas trop quoi. Ouais. Parce que ça, si tu veux, en fait, il y a rien de neuf à l'Ouest en fait avec Wolfpack. Ouais, c'est ça. Voilà, tu vois, donc ça c'est des choses que j'ai entendu des années, parce qu'il y a des retours de cycle aussi dans la musique, un peu comme il y a un groupe que moi j'adore, que vraiment j'adore, c'est Snarky Puppy. Ah ouais, oui, forcément. Parce que trop bien. Ben ouais, parce que d'une part, parce que il y a une diversité incroyable dans la musique. Il y a une qualité de jeu qui est exceptionnelle. Il y a beaucoup de surdoués qui jouent dans ce groupe-là, de gens qui sont exceptionnels, quoi. Enfin, tu vois. Et je me suis rendu compte que tous ces sons qu'ils utilisent sont des sons, mais des années 80-90 que les groupes de jazz rock de l'époque utilisaient. Et tu vois, ce retour de cycle, Alors, évidemment, il y a une qualité, une qualité de son qui est évidemment bien meilleure aujourd'hui. Oui. Et ils ont, si tu veux, ils ont optimisé justement tout ce qu'on entendait dans ces années-là. Ils ont optimisé l'histoire et ça devient ce qu'on entend aujourd'hui. Mais il y a rien de neuf à l'Ouest en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste du jazz rock, du jazz fusion. Ça reste et ça va un peu au-delà parce qu'ils mélangent un peu les musiques un peu latines aussi à l'intérieur et tout ça. Donc c'est hyper intéressant. Moi c'est vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à écouter ce genre de groupe. Mais voilà, c'est pas révolutionnaire dans l'idée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Bah, le truc c'est que ta génération, vous avez entendu tellement les claques sonores, les claques, enfin tu vois, vous avez déjà entendu tout ça, tu vois. C'était surtout nouveau. C'était surtout nouveau. Le jazz fusion, il est né, tu vois, à partir de Miles, We Want Miles, etc. Tu vois, Marcus était déjà là, d'ailleurs. Il a commencé à arranger pour Miles à partir de ces années-là, hein, il me semble, entre 75 et 80, avec We Want Miles, c'était ce fameux double album jaune là. On reprend Jean-Pierre là. C'est pour ça que je voulais sortir la blague au moment où, mais j'ai pas osé, tu sais, quand tu disais le bassiste avec qui t'avais pris des cours. Voilà. Ah, Jean-Pierre Poli. Il s'appelait Poli aussi. En plus. Il tenait dans la poche. Parce que Polly Pocket. Voilà, excellent. C'est marrant, je l'avais. Avant que tu sortes le pocket. Ah, c'est pas vrai. Bah ça, je savais. Tu vas pas refaire un stage avec moi, toi, tu sais. Ah. J'aimerais beaucoup. Ouais, c'est moi non alors. Et alors aussi, sauf si, est-ce que tu me permets une question, mon petit Max? Vas-y. Aussi, donc, j'aime beaucoup les basses sur lesquelles tu joues, les Lutman.
Du coup, je sais pas si c'est encore d'actualité. Ouais. Très bien. Bon bah voilà. Sinon, je sais pas si tu vois Max les Du basses. tout. C'est vrai que, voilà. Enfin, je vois un petit peu la forme, j'ai vu les vidéos de Franck, mais je connais absolument pas le modèle, donc si tu peux en dire un peu plus. Ouais, c'était vraiment cool parce que c'était une marque en tout cas qui avait fait beaucoup parler d'elle quand elle est arrivée sur le marché et donc du coup en tout cas tu es l'un des premiers bassistes à ma connaissance à avoir joué dessus. Est-ce que tu pourrais raconter un petit peu comment s'est fait cette rencontre avec ce luthier Ouais. Alors en fait, le luthier s'appelle Thierry Etienne, et il avait les locaux des basses, comment ça s'appelle en Pologne, Warwick. Mayonnaise. Mayence, ok. Mayence, ok. Mayonnaise, ouais. Et donc ses ateliers étaient là-bas, puisqu'en fait sa femme est polonaise, donc et j'ai rencontré Thierry en 2008. En 2008 au salon de Paris, donc qui existait encore à l'époque. Et comme avec le luthier pour lequel je jouais sur une basse Copo avant celle-là, une basse, je sais pas si tu la connais toi Max. Non. Jules, pardon. C'est une basse en bois. Ouais. Ben oui, de bois. Copo. Oui, alors, bah, elle est facile. Couleur bois, je pensais que tu disais ça en fait. C'était une basse couleur marron quoi. Et j'ai joué pendant 14 ans là-dessus. Et c'était un luthier français qui s'appelle Copo, qui s'appelle Fred Ponce et qui était basé. Ouais, oh non, Ponce. Mais les gars, on arrête. Rigolo, hein. Ah, c'est parfait ça. Ponce Copo. Et ça, c'est son vrai nom. Hein. Oh là 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 là. Tu vois, les jeux de mots sont majeurs. Celle-là, elle est merveilleuse, ça, elle est parfaite. Oh là là. Énorme. Oui, c'est vrai, c'était rigolo. Et donc, je l'ai rencontré à Rennes, où il est. Et j'ai joué donc sur son instrument pendant 14 ans, parce qu'en fait, moi, je sais pas. Enfin, si tu veux, un instrument peut me suffire dès lors qu'il est suffisamment polyvalent. C'était le cas. Et je l'avais rencontré, lui, aussi à un salon, parce que je jouais à l'époque avec une violoniste de jazz qui s'appelle Deborah Seffer. Et elle avait besoin, donc elle jouait sur un violon électrique, et elle avait besoin d'un capteur. Copo réalisait des capteurs pour violon aussi. Et donc, on était allé à Rennes faire un concert, elle l'avait rencontré là-bas, et donc j'avais rencontré à nouveau Fred au salon quelques mois plus tard, je l'ai reconnu, et j'ai vu ses basses, et je suis tombé amoureux d'un de ses modèles, la Luna, sur lequel j'ai joué donc pendant 14 ans. Et en 2008, même truc avec Thierry Etienne, où je flash sur... Et donc, pour revenir à Fred, c'est devenu un ami, c'est devenu forcément un ami depuis. Et même chose avec Thierry Etienne en 2008, où au salon, je tombe amoureux d'un de ses modèles, que je trouvais super sobre, très élégant. La 4 cordes ou la 5 ? Ouais, la 4 ou la 5 ? Ouais, la 4. Okay. La 5, il me l'a faite après, pour mon anniversaire, il me l'a faite des années plus tard, genre en 2011, il me semble que j'ai. Ok. Ouais, avec la signature. Et en fait, voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Thierry au salon. J'ai flashé sur le modèle, j'ai flashé sur le gars aussi parce qu'il était super cool. Et exactement, à peu près la même histoire qu'avec Fred Copo. Donc voilà, donc je joue depuis 2008 en fait sur ces basses. Il m'a fait donc ce deuxième modèle signature en 5 avec touche en érable et une 5e corde. Donc le modèle, c'est quoi juste? Le modèle de ta basse. Parce que là, je suis sur le site. Y a... Ah oui, pardon, le nom c'est High Speed. High Speed, ok, très bien. High Speed en 4, et en 4, il m'a fait un modèle signature et en 5 aussi. Ok, parfait. Tu la vois? Ouais, je la vois, exactement. Très très joli le High Speed. Ouais. Il fait des belles basses. Hein. Ouais, magnifique. Il fait aussi des basses en 6 cordes, ok, très bien. Oui, il fait des modèles. Alors, il fait des modèles bien plus sophistiqués. Et moi, je suis pas fan des basses trop sophistiquées, donc c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup aimé je fais ça, okay. Parce qu'elle est derrière ma basse. Et du coup, en termes de bois, t'as choisi laquelle du coup? Quel type de bois? En termes de bois? De bois dessus, sur ta basse.
Voilà, alors là, Ah oui, parce que là, il y a 4 types de mange bois palissandre. différents. Mange palissandre, ok. Pour la 4. Alors après le bois, j'ai toujours des lacunes pour définir différencier les bois entre eux. Toujours, je suis pas au top là-dedans. Ok, y a pas de souci. Et en fait, quand il m'a offert la 5 cordes, il me l'a montré et il m'a dit, je te dis rien, je te fais une couleur, je te dis rien. Et il a choisi exactement la couleur que je voulais, un bleu roi, super beau. Yes. Et donc, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais encore moins à ce que ce soit un manche en érable, en fait. Une touche, pardon, une touche en érable. Ok. La touche érable. Au début, j'étais un peu réticent parce que je me suis dit, ouais, c'est pas super polyvalent et tout ça. Ça va plutôt, pour le slap, c'est bien, mais j'ai pas forcément envie de slapper sur la 5 cordes plus que ça. Et en fait, j'ai trouvé mon son et finalement, j'ai adhéré vraiment à l'ensemble, quoi, l'électronique, la touche qui est hyper agréable. Et c'est actif, du coup, Ouais, ta basse, c'est actif, ouais. Ok. C'est actif, mais c'est pas puissant, tu sais, c'est pas très Ouais, moderne. tout à fait. Ouais. C'est pas EMG, quoi, tu vois, c'est pas. J'aime bien ce qu'il a fait. T'as mis ta petite signature, du coup, au niveau des potards en bas. Ouais. Je trouve ça très joli. Je trouve ça très élégant. Ouais, c'est joli, ouais. Ouais, magnifique, hein. Vraiment. Incroyable. Et c'est marrant parce que le modèle. Ah oui, alors, il y a une histoire quand même, parce qu'avec. Moi, j'ai le modèle 001, en fait. Ok. Putain, trop la classe. Oui, mais le truc, c'est que. Donc, sur le site, vous pouvez le voir, le manche est en érable hein, aussi sur la 4. Ouais. Sur la 4, ouais. Ouais. Voilà. Oui. Alors que moi, il est en palissandre. Le manche, non, la touche, tu parles. La touche, ouais. La touche palissandre et le manche érable. Non. La touche palissandre sur ma 4 cordes. Ouais. Et sur le modèle que tu vois, toi, la touche. C'est un érable. Ouais, voilà. Ok. Donc voilà, c'est la seule chose qui diffère. C'est pour ça que il y a d'ailleurs pas ma signature sur le modèle que j'ai, puisque c'était un prototype. Ok. 001. Ah ouais, t'es vraiment dans les. C'est vraiment les tout premiers, quoi. C'est excellent. Ah ouais. Et d'ailleurs, bon, je l'ai décoré un petit peu à la vandalène parce que le vernis commençait un peu à s'éclater, donc j'ai recollé les morceaux, quoi. Ouais. Là, c'est rock'n'roll un peu quand même. Et en amplification, t'es sur quoi? Bah moi, j'adorerais m'acheter un petit Mac Bass bientôt, mais sur scène, en fait, je demande en général ça ou assimilé, quoi. Mais Ok. moi, j'ai un petit cube Roland à la maison qui me convient très bien et avec lequel je tourne aussi, dont je me sers en side souvent sur scène. Un cube Roland qui est hyper efficace. Je m'en sers avec Coco Loco, avec un des groupes dans lequel je joue là en ce moment. Mais Ok. T'accordes plus d'importance à ta basse finalement et tu penses que même le son vient beaucoup plus de la basse et de tes doigts, bien sûr. Mais ouais, parce que je suis pas très effet non plus, tu vois. Le seul effet que je me suis octroyé là dernièrement, c'était pour cet été là, parce que j'ai joué beaucoup. C'est un octabass de BS. Tu sais, Ok. Ouais, c'est marrant. Et j'en étais sûr avant que tu te dises le mot. Je suis sûr. Je vois le jeu, je me suis dit octaveur. C'est sûr, il y a quelque chose. Il y a un truc. Ouais, il est très très bien l'octabass. En plus, j'ai essayé chez Pascal Mulot. Ouais, tout à fait. Il est super, trop cool. D'ailleurs, il explique bien les réglages, Pascal. Ouais. Sur un tuto là, il explique super bien les réglages et c'est vachement pratique. Et c'est vraiment ça, hein, cet effet-là, il me retourne. Et à une époque, je couplais l'octaveur à l'époque avec l'enveloppe filter. Les deux conjugués là, c'est. Ouais, excellent. Pour faire plaisir, quoi. Tu vois, et je suis pas très effet. En général, c'est ma basse, mon jack et l'ampli, quoi. Excellent. Ouais. Et ça t'a jamais trop attiré, ouais, c'est vraiment par rapport à ton jeu, en fait, quoi, Ouais, ça m'a. Bah non, ça m'a jamais vraiment trop attiré, sinon j'en utiliserais davantage, mais j'avoue que de temps en temps, quand même, tu vois, l'octaveur, mais de temps en temps, un petit agrément, une petite couleur sur certains morceaux, tu vois, un flanger de temps en temps, ou assimilé, tu vois, ça me dérangerait pas, aujourd'hui. Ouais. Ok. Donc, je sais pas. Je vais peut-être me faire un petit pédalboard de 3 ou 4 pédales, tu sais, un tout petit truc, histoire de dire. Ah ouais, excellent. Ok, bah, Max, je te laisse, voilà.
Oh, mais je pense que si on a fini au niveau basse, on va parler au niveau cuisine aussi. Ah, mais oui. Évidemment, forcément. Oh là là, ça donne envie, hein. Bah ouais, Et grave. là, moi, c'est horrible, hein, quand je me connecte, que j'ai la dalle et je tombe sur tes publications. C'est pas cool. Bah, c'est pas cool, t'es rigolo, j'ai faim, moi. Ouais. Bah ouais. Il est bon, lui. Non, mais il va falloir qu'on se fasse une bouffe quand même. Ah bah, grave, clairement. grave. Clairement. Alors, on fait comment? Bah, ouais, parce que l'autre, là, il est trop loin. Moi, Et moi, où, d'ailleurs, Max? Moi, je suis d'Agen. Je suis plus près de chez toi que. Ah, tu es à Agen? Eh oui, je suis à Agen. Ah moi. ouais. Ah, Geng. À Agen, je suis pas très loin de La Rochelle, ouais. C'est pas très très loin. Ouais. C'est plus près que. Et non, mais en fait, parce que là, déjà, nous, on se rencontre pour la première fois avec Max début Tout à octobre. fait, exactement. Parce qu'on ne s'est jamais vu. C'est beau, tu Non. vois. C'est Je vrai. te jure, la collaboration s'est fait uniquement par Internet, tu vois. Et voilà, il m'a envoyé un message. D'habitude, ça atterrit dans les spams. Bon, voilà, C'est j'ai ça. répondu. Et puis, Quel enfoiré. et voilà. Non, non, et ouais, du coup, c'est cool. On se rencontre avec Max, avec Alexandre Caruana pour la première fois là en live. Ah, en octobre, ouais. C'est génial, là, c'est super. Et c'est donc, trop du bien. coup, bah voilà, déjà, déjà, c'est moi qui vais lui faire la bouffe. Enfin bon, surtout ma femme, mais bon. Elle cuisine bien? Ouais, ouais, Ah. franchement, ça là-dessus, ouais, c'est pour ça que je la garde. Vachement. C'est une bonne raison, cela dit. Je vais Et me faire toi, Max, tu défoncer. cuisines? Moi, j'adore cuisiner. Moi, c'est moi qui cuisine à la maison. J'adore ça, c'est mon dada. Mais à la Ah, base, je voulais être cuistot. Ah, super. Mais du Oh. coup, je suis passé sur d'autres horizons. Mais effectivement, la Ouais. cuisine m'a toujours soutenu et toujours été là près de moi. Ah, super. Voilà. D'où Voilà, mon beau voilà, ventre. ça, c'est du- Ouais, et sur moi, voilà, c'est ce que je C'est ça, c'est ça, sur moi, ouais. Toujours été- C'est le Elle bon a mot, tu toujours vois, été là. sur moi. Excellent. Et du coup, d'où t'es venue cette passion du coup pour la bouffe, Nelson, Franck? Ah, alors c'est particulier en fait, c'est particulier. Bon là, je vais un peu me livrer. Allez. C'est vrai que quand j'ai été gamin, à l'âge de 10 ans, j'ai eu des problèmes de santé Ok. graves et des problèmes rénaux. Et donc j'ai été amené à faire beaucoup de régimes dans ma vie. Tu vois, à Ok. partir de ce moment-là, des régimes, alors des régimes déssodés, des régimes diététiques, des régimes sans graisse, bon bref, beaucoup de régimes. Et donc de ça est née une grande frustration par rapport à la bouffe, parce que Mhm. moi j'ai mangé depuis que je suis gamin en fait. Et un jour, j'ai décidé en fait, je consultais les fiches de cuisine de ma mère et je cherchais, parce qu'en fait, quand on faisait les courses, on regardait évidemment la composition des aliments, s'il n'y avait pas du sel, etc. S'il y en avait, on ne prenait pas. Bref. Et un jour, je regarde les fiches de cuisine de ma mère, et attiré déjà par le fait de vouloir cuisiner, en fait, mais sans vraiment le savoir. Et donc, par curiosité, je regarde les fiches, et puis et je mate les recettes, et puis je tombe sur une ou deux recettes où il n'y a pas de sel du tout, en fait, où il y a pas de sel, en tout cas pas d'ingrédients qui m'étaient pas recommandés, en fait. Ok. Et donc, je me suis dit, je vais me lancer, ça a l'air facile et tout. Et je me souviens qu'une des premières recettes, c'était des côtelettes de porc avec une persillade. Mhm. Tout truc tout bête. Hein. Et puis, il y avait même aussi une recette de boulettes de bœuf au madère. Truc simple, Oh, tu vois, mais pour moi, oui. c'était... Et confectionner ce genre de choses, déjà à l'époque, pour moi, c'était quelque chose, quoi. Et en fait, voilà, mon goût pour la cuisine est né d'une frustration. C'est né de ce truc-là, de pas pouvoir manger comme les autres, voilà. Et c'est né de là. Ok. Et à partir de là, C'est parti, quoi. ah ouais. Alors j'ai eu une grande période. Là pendant le Covid, j'ai vraiment poussé le bouchon parce que là j'ai vraiment voulu faire des choses que j'avais jamais réalisées, tant au niveau des techniques que des plats eux-mêmes. Donc là je me suis un peu lâché là pendant le Covid. De quel style technique tu parles là? Non, mais des techniques. La cuisine moléculaire et tout ça, c'est ça? Comment? Cuisine moléculaire et tout ça, c'est ça la technique ou Ah non, pas forcément, mais plus je te parle en termes en termes de sauce, Ok. d'agréments, Ok. tu vois, même de faire des pâtes moi-même, tu vois, des choses comme ça, en fait, des Mhm. choses que j'ai que
des choses qui me rebutaient un peu à une époque. Je me disais non, c'est trop difficile, c'est trop compliqué, ça me gave. Et en fait, là, je me suis plus lancé dans des choses où il fallait un peu plus investir. Voilà, donc des farces, des choses que je faisais jamais auparavant, voilà, des choses comme ça, quoi. La cuisine vapeur aussi, j'aime beaucoup parce que moi, je suis plutôt flexitarien, c'est-à-dire que je peux très bien manger beaucoup de viande, comme beaucoup de légumes, en fait. Et un jour, je peux très très bien faire un repas végétarien. Il faut que ça ait du goût, en fait, c'est ça l'idée. Et comme un repas carnassier pur et dur, quoi. Ok. Ouais. Trop bien. Et ton meilleur plat que tu préfères cuisiner? Est-ce que tu en as un en particulier? Voilà, il y en a pas un meilleur, hein, il y en a plein. Mais il y en a forcément un que tu aimes bien cuisiner, quoi, à chaque fois que tu le fais. Ouais, il y en a. Alors, il y en a que je cuisine régulièrement parce que c'est assez simple et que ça me prend pas beaucoup de temps, puis c'est très bon. Alors, quoi comme exemple Ah oui, un plat de riz lentilles libanais qui s'appelle le moudjadara. C'est super bon, ça plaît à tout le monde et c'est hyper bon. Mais sinon, il y a un plat haïtien, parce que mon papa était haïtien, que j'adore, mais alors franchement, que j'adore faire. Et ce sont des sucettes de plantain, sucettes ils appellent ça des sucettes de plantain. Mais en fait, c'est des crevettes enrobées d'une lamelle de banane plantain, frites, avec donc tu mets du paprika avant sur les crevettes, tu laisses mariner un petit peu, hop, et tu fais frire ensuite ça. Mais à côté de ça, tu fais une sauce chien. Et d'ailleurs, j'en ai réalisé une là, il n'y a pas longtemps, une sauce chien. Alors la sauce chien, c'est une sauce très piquante avec des piments rouges frais, des morceaux de poivron, des oignons nouveaux, des morceaux de tomates, tout ça en cubes, coupé très fin et bon, pas mal de choses à l'intérieur qui font que la sauce est quand même un petit peu enlevée. Et donc ces sucettes de plantain là, c'est un vrai régal. J'aime bien aussi faire le poisson pané cajou pistache. C'est un plat, c'est pareil, c'est haïtien, ça va souvent ensemble d'ailleurs. Ok, ça y est, j'ai faim. Ça y est. Ça y est, j'ai faim, il dit. Très bien. Non, mais c'est important parce que t'as quand même un Instagram spécial sur la bouffe. Allez checker ça. T'as mis du coup des plats régulièrement sur Insta? Comment ça se passe? Pourquoi Insta? Pourquoi Instagram? Pourquoi parce que les photos en fait, tout bêtement. Et que je me suis dit j'ai pas besoin d'expliquer grand chose. Je mets les photos des plats que je réalise. Et si on me demande la recette, j'envoie la recette, mais je peux pas mettre la recette tout le temps parce que ça prend trop de temps. Mais je mets juste les ingrédients souvent entre parenthèses. Tu vois, je mets le nom de la recette et les ingrédients entre parenthèses, mais pas la préparation, tout ça, ça prend trop de temps. Sauf si on me le demande. Si on me le demande, en général, je le fais. Ah, c'est trop bien la cuisine. Tu sais, je t'avais parlé d'un petit format que je voulais faire, Jules, mais justement avec toi et Alex. J'aimerais, il y a beaucoup d'émissions de cuisine où les gens ils viennent dans les cuisines des invités et ils discutent de tout et de rien. J'aimerais faire ça pour les bassistes, tu vois, faire le tour de France de bassistes avec que des bassistes et cuisiner tout et n'importe quoi, même si c'est juste des frites, des tu vois. Pâtes, mais voilà, je te mets une boîte de thon dedans. C'est ça. Mais l'idée c'est pas forcément de faire des gros plats spéciaux, mais de parler de basse et de cuisine. C'est voilà. Tu sais quoi, moi ça va être vite faire. Mon premier auditeur. Parfait, impeccable. Premier adhérent, c'est moi. Tu peux y aller. Okay. Mais du coup, moi je préfère les recettes pompettes, moi. Ah oui, oui, les recettes. Les recettes quoi? Pompettes. Les recettes pompettes. Tu connaissais pas ce truc-là? Oui, c'est ça. En fait, c'était trop marrant. C'était un mec qui s'appelle Monsieur Poulpe. Monsieur Poulpe. Je sais pas si ça continue encore. Non, c'est fini depuis des années. Ouais. C'est politiquement correct. Enfin, c'était pas trop politiquement correct, mais qu'est-ce que ça me faisait rire. En fait, c'est en gros, il interviewe des mecs il faut qu'ils fassent une recette de cuisine. Et en fait, au fur et à mesure, il picole. Donc là, au fur et à mesure, là, tu vois, ça commence à être compliqué, quoi. Mais qu'est-ce que j'avais rigolé, putain. Ah, mais il y avait des invités du style, il y a eu Guillaume Canet. Ouais. Ils ont fumé un gros pétard en plein truc. Il y a eu
Il y a eu qui? Il y a eu Stéphane Bern, premier invité. Ouais, Stéphane Bern qui était archi torché. Qui était archi torché. Élodie Frégé qui a fini presque en coma éthylique. Mais, non, mais ça a été. Tu tapes recette pompette parce qu'ils ont remis sur YouTube. Parce qu'avant YouTube les avait confisqués. Bannis. Mais tu tapes recette pompette sur YouTube et normalement tu devrais avoir les trucs, ouais. Du coup, moi, je te fais les recettes pompettes de bassiste. Il n'y a pas de souci. C'est ça. C'est au bout d'un moment, Max qui va me dire, par contre, Jules, t'as oublié de faire à bouffer. C'est ça. Ah, pardon. Excusez-moi, j'avais juste picolé. Désolé. On peut reprendre. Il y a eu le Palmacho, Antoine Decaune, Stéphane Bern, Guillaume Canet, Manu Payet, énorme. Philippe Catherine aussi. Très, très cool. Il y a eu Marina Foïs et Laurent Lafitte. Cet épisode est monumental. Bref. Vous avez vu, justement, en parlant de... Vous avez vu Barbac? Je l'ai pas fini. Il paraît que c'est très très drôle. Mais oui. Allez-y, quoi. Mais franchement, mais c'est trop marrant. C'est trop marrant. C'est gore. Hein. C'est gore, en tout cas. Mais allez-y, quoi. Franchement, les yeux fermés. Marina Foïs et Fabrice Eboué. Fabrice Eboué, ouais. Ça fait une chose. Je l'ai commencé, après j'ai dû arrêter en plein milieu pour aller à une répète, mais c'est vrai que reprends-le. Je le finisse. À la limite, reprends-le depuis le début. Ouais, c'est ça. Ah oui. Annule ta répète la prochaine fois. Exactement, ouais. Voilà, encore mieux. Je suis con, quoi. Je suis bassiste, mais bon, c'est con, quoi. Ça n'a rien à voir. Aucun intérêt, quoi. C'est ça, exactement. Et personne va s'en rendre compte si t'es pas là. Hein. Exactement. C'est vrai. Non, mais c'était important de parler cuisine un petit peu avec toi. Ah ça, je suis d'accord avec toi. J'ai passé un moment délicieux. Exactement. Oh, trop bien, la petite transition finale, quoi. Voilà. Donc nous, on aime bien clôturer comme ça. Ouais. Est-ce que si tu avais le conseil à donner aux musiciens, quel qu'il soit, qu'est-ce que tu pourrais sortir comme conseil? Pour moi, le seul truc et le plus évident, en fait, c'est d'écouter sa petite musique intérieure tout le temps, et puis de suivre ses instincts. C'est-à-dire que si tu veux faire de la musique et que tu en as réellement l'envie et que ça t'obsède, en fait, faut pas hésiter. Et quoi que tu fasses d'ailleurs, hein, c'est valable pour la musique mais pour le reste. Mais oui, c'est ça, quoi. Et puis s'astreindre aussi, parce que la musique, en fait, c'est un peu l'école de la patience. C'est pas, on peut pas, apprendre un instrument et puis exiger justement qu'on ait des résultats tout de suite. Donc, il faut s'astreindre à une certaine forme de discipline et de discipline, en fait, dans le travail. Il faut pas brûler les étapes, mais ça, c'est des conseils que n'importe qui pourrait te formuler, mais c'est vachement important. C'est bête, mais on n'atteindra pas un objectif sans passer par des choses qui sont pas forcément agréables. Donc ça aussi, faut le dire. C'est-à-dire que, faire de la technique, il faut toujours, il y a un truc quelque chose que je pourrais prodiguer peut-être, c'est apporter tout le temps, quoi qu'on fasse, la notion de plaisir dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que même dans les choses les plus rébarbatives, essayer de rendre la chose ludique le plus possible. En fait, moi, c'est comme ça que j'ai appris la musique. Et c'est comme ça que je l'ai transmise aussi. Quand mes cours, en fait, tu le sais un peu, Jules, mais j'essaie de rendre les choses ludiques le plus possible. C'est-à-dire que ça passe par des jeux. Par exemple, quand j'ai fait les passes, tu sais, le système de passes dans certains exercices que je propose, c'est justement parce que c'est ludique, c'est drôle, on s'amuse. C'est-à-dire que voilà. Et donc cette notion ludique, elle est hyper importante. Il faut jamais l'occulter, quoi qu'on fasse. Ça, c'est peut-être le conseil que je formulerai en premier. En fait, c'est ça. C'est apporter du ludique dans tout ce qu'on fait. Et le ludique, c'est sérieux. C'est-à-dire que rigoler, c'est sérieux. C'est comme la bouffe, c'est sérieux. C'est pas, tu vois, quand rire, c'est sérieux. Il faut rire. Rire, ça maintient en vie. Et donc, c'est à peu près ce que je dirais. Ouais. J'insisterai là-dessus. Ouais. Super conseil.
Ouais, Excellent. trop bien. Je valide. Moi, à 4000%, je suis entièrement d'accord. Ouais, vous êtes des bons gars, je vous aime bien. Moi, j'aime pas trop rigoler, mais non, mais je comprends l'idée. Je comprends. Ouais, de toute façon, je te parle pas à toi. Max, Moi, j'adore rire. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus, quoi. Exactement. ouais, non, attends, c'est comme la flotte. Ah, mais moi, C'est j'arrive ça. pas. Moi, tu sais que je ne peux plus boire un verre d'eau sans penser à lui. Ah, mais ouais. Incroyable. Mais en plus, tu sais que la fameuse scène là où il boit à la bouteille là. Elle est extraordinaire, cette scène. Mais tu sais, on le voit boire et t'entends le glou, 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 Ah glou. oui, t'entends le plastique de la bouteille, t'entends tout. Ce gars-là, il te donne soif à ce moment-là. oui. Ah, mais c'est... Non, mais il te donne envie de boire de l'eau. C'est fou. C'est- Il est magique ce gars. Puis moi, j'adore tout ce qu'il dit avant, tu sais, et j'habite à la mer du Nord, et j'adore mes chiens, et même, excusez-moi, je mélange mes pensées, mais même découpé, tu peux mettre dans l'ordre, même découpé, et puis d'un coup, il y a son coach qui lui tend la bouteille d'eau qui arrive de nulle part, et tu sais, la façon dont il boit l'eau, et il y a un commentaire qui m'a fait mourir de rire, il m'a dit, ah ben c'est sûr qu'à la vitesse à laquelle il boit, dans 20-30 ans, il y en aura plus, tu vois. C'est ça. Voilà, bah écoutez, en tout cas, excellent. Moi, j'ai passé un très bon moment. Plaisir moi aussi. partagé. Oui. Voilà, et puis je vais appeler mon assurance auto et je vous dis. Ok. Et je vous fais plein de gros bisous. Ouais, gros bisous. C'était un Merci plaisir. Franck, c'était un plaisir. Vraiment, merci Franck. Pareil, Max. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser, de se faire une petite bouffe ensemble, un de ces quatre. Mais grave. Ouais, grave. À Agen, à Paris ou à La Rochelle, peu importe. Le principal, c'est qu'on se retrouve pour bien manger. Exactement. Jamais à jeun. Bien Jamais à jeun. Jamais, je peux pas venir. Des gros bisous. Bisous. À très vite. Ciao, ciao. À plus.